Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. C'est toujours avec un grand plaisir que nous nous retrouvons chaque semaine pour discuter d'un nouveau sujet sur l'emploi. Cette semaine particulièrement, nous nous intéresserons à l'importance ou la valeur du diplôme sur le marché de l'emploi. À cet effet, nous recevons sur notre plateau M. Diakité Nouhou, qui est expert RH et gérant de Diakité Consulting, et M. Rissa Mahmoud Ag, qui est diplômé d'un master en droit privé. Bonjour, messieurs. Bonjour, Sandrine. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Merci. D'accord. Sans plus tarder, nous entamons directement avec la discussion avec notre invité, M. Diakité. Ok, donc, M. Diakité, je rappelle que ça fait la deuxième fois que nous vous retrouvons encore sur le plateau de Mag Emploi. C'est avec un grand plaisir que nous vous invitons encore cette seconde fois. D'accord. Ok, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec vous, on va discuter aujourd'hui de l'importance du diplôme sur le marché de l'emploi. Déjà, est-ce que vous pouvez commencer par définir ce que c'est que le diplôme? Merci, Sandrine. D'une manière générale, on peut définir le diplôme comme étant un document, si vous voulez, un acte qui est délivré par une autorité qui a en charge d'assurer la formation d'une personne. Donc, à la fin d'un cursus, à la fin d'une activité de formation, on délivre un document qui atteste que la personne a reçu les connaissances qu'il faut au terme d'une formation. Je dois enchaîner pour essayer de situer le diplôme déjà dans la problématique même de l'emploi. Parce que quand on parle de diplôme, on parle de l'acquisition de la compétence. Donc il faut bien situer le problème à ce niveau-là pour qu'effectivement on puisse en tirer toutes les conséquences qui vont avec cela. Donc l'acquisition de la compétence, ça veut dire quoi? La personne qui va être employée doit avoir un certain nombre de connaissances théoriques par rapport à l'emploi auquel il va prétendre. Il doit avoir un savoir-faire également par rapport à l'emploi et il doit avoir un certain nombre d'attitudes ou de comportements. Ce sont ces trois éléments-là mis ensemble qui constituent la compétence et c'est cela qui va être utilisé pendant le processus de recherche d'emploi. D'accord. Ok, donc vous avez défini tout de suite ce que c'est que le diplôme. Quels sont les avantages qui s'offrent à une personne qui est détentrice d'un diplôme? Bien entendu, justement, en tirant les conséquences de la définition que je viens de donner du diplôme, on peut comprendre que quelqu'un qui a un diplôme, il est supposé, je dis bien, il est supposé avoir acquis les connaissances théoriques qu'il faut pour l'exercice d'une activité ou d'un métier bien déterminé. Donc le diplôme, c'est une première étape. Surtout que quand c'est délivré par une autorité qui fait référence, donc on suppose que la personne vraiment a acquis les connaissances qu'il faut pour faire, les connaissances théoriques, bien entendu, je dis, pour faire une activité. Mais est-ce que, M. Diakité, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, faut-il obligatoirement avoir un diplôme pour occuper un poste de responsabilité dans une structure? Ça dépend de quelle structure il s'agit, ça dépend de quel type d'emploi il s'agit. Il y a un fait, c'est d'abord, je le disais tantôt, il faut situer le problème de l'emploi déjà en termes de compétences. De quel emploi il s'agit? Est-ce que cet emploi-là exige un niveau de connaissance théorique qui a besoin d'être consacré par un diplôme, auquel cas il faut obligatoirement avoir le diplôme. Mais si le métier à exercer n'exige pas un diplôme, on n'exigera pas un diplôme pour ce poste-là. Vous comprenez? Voilà. Donc le diplôme, je l'ai dit, c'est justement un élément d'appréciation de la compétence acquise par un individu pour l'exercice d'un métier. Ok, mais il y a aussi un paradoxe, M. Diakité. Oui. Il y a beaucoup de chercheurs d'emploi qui effectivement ont un diplôme, qui sont diplômés, ils ont les masters, les licences et tout, mais quand même, ils n'arrivent pas à obtenir un emploi sur le marché de l'emploi. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Par le problème que j'ai évoqué tantôt. Parce que l'emploi, c'est quoi? Je vous dis, l'emploi, c'est les trois composantes. L'emploi, c'est un savoir théorique, c'est
un savoir pratique et également une attitude. Le diplôme est supposé déjà prouver que la personne a les connaissances qu'il faut. Maintenant, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes se retrouvent sur le marché de l'emploi. Ils ont le diplôme. Est-ce qu'avoir le diplôme signifie avoir les connaissances théoriques qu'il faut? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que simplement, beaucoup de personnes qui ont suivi les filières de formation ne sont pas à mesure de rendre simplement ce qu'ils ont appris. Dans un cursus de formation, je prends une formation, si c'est une formation professionnelle, quelqu'un qui a suivi une formation professionnelle, quelqu'un qui a suivi une formation qui est sorti de l'université, je prends des cas, des scénarios différents, qui est supposé être diplômé de l'université. Il est supposé avoir acquis des connaissances. Donc, quand tu sors de l'université, on suppose qu'il y a un minimum de maîtrise d'un certain nombre de choses déjà. Mais si la personne n'est pas capable de reproduire déjà les connaissances minimum qu'il a apprises, donc il y a un petit souci par rapport à cela. Ceux qui font des formations professionnelles également, il faudrait qu'ils aient des opportunités déjà de prouver que ce qu'ils ont appris à l'école, les connaissances pratiques qu'ils ont appris à l'école, ils sont capables de les reproduire chez un employeur ou, à défaut, s'ils n'ont même pas un employeur, ils doivent être capables d'utiliser les connaissances qu'ils ont apprises pour pouvoir travailler pour leur propre compte. Donc, le problème, c'est que c'est ça. On a le diplôme, mais on n'est pas à mesure de l'appliquer. On n'est pas à mesure de l'appliquer. Ou bien on donne directement la preuve que c'est qu'on n'a pas très bien assimilé. Il y a un problème d'assimilation. Mais ça peut ne pas être aussi c'est-à-dire que ce fait-là ne peut pas forcément venir aussi du chercheur d'emploi. C'est-à-dire qu'il peut avoir suivi la formation correctement, mais peut-être qu'on a l'impression que toujours il y a un décalage entre la formation théorique et la pratique en fait. Bon, ce problème-là, je n'accuse pas le chercheur d'emploi. Ce n'est pas que j'accuse le chercheur d'emploi d'être à l'origine de ce problème-là. Non, mais c'est un constat qu'il faut dresser. C'est un constat qu'il faut dresser. Lorsque une entreprise veut recruter, qu'est-ce que l'entreprise fait? L'entreprise, comme on dit, ouvre un poste et on essaie de tester, d'avoir des candidatures, de tester. Mais si, au moment de faire des tests d'entretien, on se rend compte que la personne n'a pas les connaissances théoriques qu'il est supposé avoir, donc il y a un problème. Maintenant, si ce problème-là, ce n'est pas au niveau de... Les structures de formation ne lui ont pas donné les formations, ça c'est un autre débat. Mais c'est que même le peu qu'on lui a donné, si l'intéressé n'est pas capable de rendre déjà ce qu'il a appris, on ne peut pas blâmer non plus la structure de formation qui lui a donné cette formation. Autrement dit, le diplômé doit être capable également de prouver que le diplôme que j'ai acquis, ce n'est pas rien. Vous comprenez? Par le passé, c'est comme ça. Un sortant d'une grande école, on vous dit que vous êtes médecin, ben, vous êtes capable de le prouver au premier coup. Vous êtes un ingénieur, voilà, il suffit de vous donner quelque chose pour que vous puissiez le prouver. Si le jeune est capable de faire ça, il est capable tout de suite de lever l'obstacle du problème de manque de diplôme. Oui. Mais si on te dit que tu as un diplôme, mais on te donne un test, au premier coup, on se rend compte que ce que tu dis avoir appris, tu n'as pas les connaissances, donc l'entreprise ne s'engagera pas avec toi. D'accord. C'est ça. Ok. Mais il y a aussi certains cas où, par exemple, la personne qu'on recrute, je prends un exemple rapidement pour qu'on puisse comprendre. En fait, je peux être diplômée, par exemple, j'ai un master en ressources humaines, par exemple, et je vais plutôt exercer un métier de comptabilité. J'ai les compétences. C'est-à-dire, j'ai les compétences, tout ça, mais je n'ai pas le diplôme de comptabilité. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que sur le marché de l'emploi, le diplôme
est plus considéré que le... Est-ce que le savoir-faire aujourd'hui est plus considéré plutôt que le diplôme? Ok. Madame, vous nous ramenez dans un débat classique en matière de gestion entre deux systèmes de gestion, le système francophone et le système, comme on dit, le système francophone et le système anglophone, anglo-saxon. Voilà. Je crois que vous devez connaître la boutade. Vous allez chez un Français, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Le Français va vous demander quel est votre diplôme. Vous allez chez l'Américain, il va vous demander qu'est-ce que vous savez faire. Voilà, donc c'est des choix fondamentaux qui fondent chez tout système de gestion. Donc, ce que vous dites, un jeune qui a un diplôme dans un domaine, qui va apprendre à faire quelque chose dans un autre domaine, ben, ce jeune-là, mais il a besoin d'avoir juste l'opportunité de prouver. Il faut que tu aies une occasion de prouver, que quelqu'un te fasse confiance pour que tu puisses prouver que, voilà, j'ai un diplôme en gestion des ressources humaines, mais j'ai appris également la comptabilité et je suis capable de le faire. Donc, cela ne peut être fait qu'à travers, lors des tests de recrutement et ou bien si vous avez la chance d'être pris pour un stage, voilà, où on vous donne l'occasion quand même de prouver ce que vous voulez faire. Et en ces moments-là, donc, il se trouve que peut-être dans certaines activités, cela est plus facile, mais dans d'autres, c'est très compliqué. Oui. Dans certains cas où, je prends l'exemple des mines que je connais un peu, voilà, parce que là, voilà, donc on a besoin d'un nombre élevé d'ouvriers ou d'artisans dans certains corps. Voilà, toute personne qui vient, qui te dit que tu es capable de le faire, ben on va te donner l'occasion de prouver. Si tu es capable de le faire, mais il n'y a pas de problème, on te retiendra. Mais si tu n'es pas capable de le prouver, ben on t'enlèvera et on mettra quelqu'un qui est capable de faire le travail qu'il faut. Donc, a priori, ce n'est pas un obstacle fondamental, c'est juste des questions d'opportunité. Et les opportunités, ça ne se donne pas tous les jours. Ok, d'accord. Ok, donc nous avons aussi beaucoup de diplômés sans expérience, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà la recherche, un emploi, ça est trois choses. Il y a le diplôme, il y a le savoir-faire, et puis aussi il y a l'attitude qui va avec. Bien sûr. Voilà, donc comment est-ce qu'un diplômé sans expérience, comment est-ce qu'ils peuvent valoriser leur diplôme? Comment un diplômé peut valoriser son diplôme? Oui. C'est une très bonne question et tu vois, je dirais que là, d'abord, c'est un très grand élan du jeune lui-même à vouloir se mettre en valeur. Pourquoi? Parce que vous avez eu un cursus universitaire ou bien au niveau technique, on vous a appris à faire quelque chose. Mais il faudrait que, au sortir de cela, si vous n'avez pas la chance d'être recruté, au moins que tu puisses prendre des initiatives pour que tu puisses valoriser le minimum de choses que ce que tu as appris pendant ta formation. Quand on te forme, on ne t'a pas appris seulement à devenir un bureaucrate, à aller faire ceci, à aller faire cela. Mais surtout, on t'a appris quotidiennement à faire des efforts, à programmer des choses, à prendre des initiatives. Quand tu finis ta formation et que tu n'as pas d'emploi, tu dois continuer à réfléchir et prendre des initiatives dans ce domaine-là. Je vais prendre des exemples très bêtes. Voilà, vous allez regarder aujourd'hui pas mal de jeunes qui sont devenus des cadres dans ce pays-là, qui ont été formés comme étant des enseignants, qui ont été formés comme étant des juristes. À la sortie, il n'y avait rien. Oui. Mais ces jeunes, ils n'ont jamais croisé les bras. Voilà. Parmi, je vais prendre un métier que peut-être que j'ai connu, prenez les journalistes. Prenez les journalistes aujourd'hui. Il y a combien de diplômés de l'ENSUP qui ont commencé, qui tout de suite, parce qu'ils n'ont pas eu d'emploi d'enseignants, ont commencé par créer leurs propres journaux, ou bien qui ont commencé à collaborer avec les journaux avant de devenir un jour rédacteur en chef, ou bien devenir eux-mêmes leur propre entreprise de presse. La même chose pour les juristes. Combien de jeunes ont été formés comme des juristes qui devaient être magistrats, qui devaient être ceci, cela. Ils n'ont pas pu rentrer dans ces portes-là, mais immédiatement, ils ont pu prendre des initiatives pour créer dans d'autres domaines. Et c'est ça souvent qui manque aux jeunes.
Parce que je pense que j'ai été formé pour ça. Dès qu'il y a le premier obstacle qui n'est pas là, on ne peut plus faire tourner sa tête à 90 degrés pour voir tout autour de soi. Qu'est-ce que je peux entreprendre? Et je peux multiplier les exemples. Jusqu'à demain matin, je vais vous parler d'expériences de jeunes qui ont été diplômés, mais qui ont pu faire quelque chose avec leurs 10 doigts. C'est simplement ça. Il faut que tu apprennes à faire quelque chose avec tes 10 doigts en attendant que tu aies l'opportunité d'exercer dans le domaine où tu as été formé. C'est simplement ça. Ok, c'est bien noté. Je pense que les jeunes ont pris bonne note des conseils de M. Diakité. Ils feront, c'est sûr, le nécessaire déjà pour se bouger, pour pouvoir avoir quelque chose à faire déjà. Non. D'accord, donc passons maintenant au débat du jour. Ok, donc, Monsieur Rissa, nous venons maintenant à vous. Est-ce que, c'est vrai, on sait que Monsieur Rissa est diplômé d'un master en droit privé, voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter, peut-être qu'il y a d'autres choses que vous souhaiterez ajouter? Non, comme vous l'avez dit, merci. Comme vous l'avez si bien dit, moi, à la base, je suis juriste privatiste, c'est-à-dire que je suis détenteur d'une maîtrise en droit privé et un master en histoire du droit. D'accord. Voilà, merci. Ok. Est-ce que vous êtes à la recherche d'emploi actuellement? Bien évidemment, parce que je suis à la recherche d'emploi, en ce sens qu'étant juriste, à ce niveau, j'attends vraiment à exercer dans un cadre juridique ou judiciaire, c'est-à-dire avoir une profession, ou bien une activité, je veux dire, en rapport avec le droit ou dans une structure judiciaire. Là, ça renvoie aux tribunaux, aux cours et autres, là, peut-être, voilà. Ou bien dans une structure, que ce soit une entreprise, n'est-ce pas, ou une activité me serait confiée en rapport avec les droits, quel qu'en soit. Les droits privés, bien sûr. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, en rapport avec mon master, là, ça va vers l'enseignement. Là aussi, c'est lui qui a fait un master en recherche, a vocation à faire la thèse pour servir au niveau universitaire. Donc, n'ayant pas ni l'un ni l'autre, je suis toujours en train de pousser, n'est-ce pas, pour que, voilà, cela soit. Ok, d'accord, c'est-à-dire que vous exercez quelque chose, vous exercez un métier actuellement? Tout à fait. Pour le moment, j'interviens dans les lycées, okay, dans les lycées privés, et j'enseigne droit. D'accord. Ok. Mais pourquoi est-ce que, selon vous, malgré le diplôme de master en droit privé que vous avez eu, vous n'avez pas pu avoir un métier, un emploi dans ce secteur d'activité? Disons que peut-être c'est dû à plusieurs facteurs. Je constate que au moment des cursus universitaires, Oui. il faut aussi avoir ce qu'on appelle des stages quelque part. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'étudiant ou l'apprenant se contente seulement d'aller à l'école ou d'aller à l'université. Quelque part, il faut très tôt, n'est-ce pas, aller vers les structures pour qu'à la sortie, on a à la fois les savoirs théoriques et pratiques dont notre aîné parle. Donc, voilà, ça, voilà. Donc, peut-être cela m'a manqué parce que très tôt, moi, je suis allé vers l'enseignement. Très tôt, pendant que j'ai fréquenté à l'université, j'assistais des enseignants au second cycle au lycée. Et cela m'a servi aussi à quelque chose, parce que grâce à cela, aujourd'hui, j'enseigne dans le lycée. À la fois, j'enseigne droit et français, il faut ajouter. Peut-être si ces stages, peut-être si je l'avais fait dans un tribunal, dans un cabinet d'avocats, ça sera un plus. Ça sera un plus, peut-être cela a manqué. OK? Voilà, ça c'est peut-être un premier facteur. Le deuxième facteur, quelque part quand même, quand vous voyez que vous tentez une fois, deux fois, ça ne marche pas, quelque part il faut se remettre en cause. OK? Parce que vous sortez, vous êtes un nombre des milliers, quelque part il faut peut-être créer une différence. Et c'est là que les stages, les petites formations, n'est-ce pas, qui seront une valeur ajoutée, peuvent vous démarquer du reste. Là aussi, c'est le deuxième élément, peut-être, n'est-ce pas, sur lequel il faut miser, n'est-ce pas, parce que nous le savons tous, chaque année, c'est des milliers, n'est-ce pas, des diplômés qui sortent. Donc, quelque part, ce manque peut-être de plus là,
cette marque voilà, que tout un chacun a de façon spécifique peut manquer. À mon niveau, moi, pour le moment, je pense qu'à ce niveau, je dois faire quelque chose. C'est-à-dire faire des petites formations qui vont encore me donner, n'est-ce pas, une valeur ajoutée. Voilà. Maintenant, pour terminer, troisièmement, peut-être aussi, il faut savoir aussi que le diplôme n'est plus une denrée rare. Okay? Aujourd'hui, quand on voit le nombre de diplômés qui arrivent, comparativement au nombre d'emplois concrets, et surtout que la retraite, on sait que ça sort à compte-gouttes. Donc c'est comme si l'arrivée est importante, c'est-à-dire que le nombre des arrivées sont importants, pendant que les sortants, ceux qui partent à la retraite, sont minimes. Oui. Peut-être il faut ouvrir les bouchons, n'est-ce pas, voir des segments qui peuvent encore engloutir, absorber ces chômeurs-là. Peut-être voir l'industrialisation, l'agricole, l'élevage. En tout cas, ces secteurs-là sont les secteurs qui sont en même, n'est-ce pas, d'absorber le plus grand nombre de sortants, de diplômés. D'accord. Merci. Ok, c'est bien noté. Donc, pour vous, est-ce que, comme on parle de la valeur du diplôme, est-ce que vous pensez réellement que le diplôme est-il vraiment important aujourd'hui dans la recherche d'emploi? Mon aîné l'a déjà bien dit. Comme il a dit, vous savez que les marchés d'emploi étant le lieu, n'est-ce pas, où l'offre et la demande se rencontrent, par exemple, les entreprises, par exemple, qui cherchent des employés, on sait que personne, quand même, ne va investir des millions, voire des milliards, pour venir les confier à quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'a pas de compétences, qui n'a pas un savoir-faire. Donc, si on crée son entreprise, c'est pour prospérer. Ça va de soi, à partir de ce moment, n'est-ce pas, que ceux qui ont les compétences que l'aîné venait de dire, les compétences, les savoir-faire, les savoir-être, n'est-ce pas, soient recherchés. Et c'est le diplôme qui présume, n'est-ce pas, que c'est, voilà, voici ceux qui ont l'aptitude, n'est-ce pas, qui ont la compétence nécessaire pour faire le travail. Donc, de ce fait, le diplôme, c'est, comme il a dit, c'est votre passeport. C'est votre passeport pour vous faire admettre dans un endroit, pour vous vraiment vous faire d'abord au préalable écouter. Voilà, pour que vous soyez écouté, d'abord il faudrait, voilà, pour faire prévaloir ce que vous dites avoir détenu, il faudrait d'abord qu'on vous donne la parole. Et c'est à travers le diplôme, n'est-ce pas, qui présume, n'est-ce pas, que vous avez des connaissances, c'est grâce à travers le diplôme qu'on va vous écouter. Donc pour moi, je rejoins mon aîné, le diplôme, malgré ce qu'on dit, reste, n'est-ce pas, et demeure très important. D'accord. Ok, c'est bien noté. Donc, M. Rissa, est-ce que vous avez maintenant des questions pour M. Diakité qui est sur le plateau? Bien sûr. Allez-y rapidement. Relativement, par rapport au thème, je crois que les thèmes, même je crois que j'ai noté quelques questions. Vous allez m'excuser. Voilà. Je crois que les thèmes sur le diplôme dont-il toujours un accès privilégié du marché du travail. Maintenant, ma question, si oui, comment? Ma première question, si vous affirmez que les diplômes, par exemple, donnent toujours un accès privilégié aux diplômés, comment comment vous expliquez cela? En quoi est-ce que le diplôme donne un accès privilégié, n'est-ce pas, au marché d'emploi? Allez-y. Oui, je ne pense pas avoir dit que le diplôme donne accès à l'emploi. Je ne pense pas l'avoir dit. Je ne l'ai pas dit. Non, parce que là, soyons clairs. Soyons clairs, ne faisons pas d'erreur. D'accord. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un puisse affirmer que le diplôme donne accès. Non, le diplôme, non. J'ai relevé dans vos propos un certain nombre de choses que vous-même, vous les jeunes, vous avez besoin de revoir un peu votre vocabulaire et même votre état d'esprit par rapport à cela. Donc aujourd'hui, le diplôme n'est plus un passeport. Il faut que cela soit clair, net. Le diplôme n'est pas un passeport pour l'emploi. N'est pas un passeport pour l'emploi. Je vous ai dit que dans l'emploi, il y a 3 éléments. Le diplôme permet seulement de voir un aspect, qui est l'aspect connaissance théorique que tu es supposé avoir. Mais malheureusement, vous avez bien utilisé le mot, avec l'inflation d'étudiants, vous, les diplômés même, ont dévalorisé le diplôme. Le diplôme, il est dévalorisé du fait
des diplômés eux-mêmes. Parce que les connaissances qu'ils sont supposés avoir, ils ne l'ont pas. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est l'attitude. Le troisième élément de la compétence, le comportement, l'attitude. Voilà, la plupart des jeunes n'ont pas la bonne attitude. J'ai dit que la formation est supposée vous donner justement cette envie de vous élever, cette envie de faire régulièrement, quotidiennement des choses pour progresser. Ce n'est pas évident que la plupart des jeunes aujourd'hui aient ce genre de choses. Parce que l'attitude, c'est prendre des initiatives soi-même pour essayer de faire progresser souvent les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je vois. Les jeunes qui vont arriver à réussir avec leur diplôme, ce sont les jeunes qui vont avoir les meilleurs comportements. Il y en a parmi vous, les diplômés, qui se battent quotidiennement. Vous comprenez? Ils ont le document, ils ont le diplôme, mais ils ont le bon comportement. Le bon comportement, c'est quoi? C'est chercher à comprendre son environnement, c'est chercher à comprendre les petites choses que je peux faire pour trouver des opportunités de pouvoir m'intégrer. Le bon comportement, c'est quoi? C'est de savoir que j'ai été formé pour faire tel et tel métier, mais en attendant de trouver ce que j'ai envie de faire, voilà des petits boulots, des petites choses que je peux faire, mais qui vont contribuer justement à me donner l'expérience dont j'ai besoin, qui vont me donner le savoir-faire dont j'ai besoin. Vous comprenez? Également, casser également l'idée que tout le monde va devenir travailleur dans le bureau. Là également, c'est une question de comportement, c'est d'attitude. Vous l'avez dit, vous avez combien de milliers de jeunes diplômés en droit? Vous l'avez dit. Est-ce que toutes les familles maliennes vont avoir un avocat, un juriste? Non, ce n'est pas possible. Tous ces juristes-là ne deviendront pas, tous ceux qui ont été formés en droit ne deviendront pas des juristes dans la vie. Non, il faut qu'on le comprenne. Chacun doit avoir cette attitude-là, de faire cette auto-évaluation, de voir. J'ai été formé comme juriste, vraiment je vois que le marché est comme tel. Qu'est-ce que je peux faire pour me reconvertir? Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse gagner dignement ma vie? C'est ça, hein? J'ai dit bien, j'utilise bien le mot. Quelle reconversion je peux faire? Comment je peux utiliser ma formation de droit pour gagner dignement ma vie, sans être forcément un juriste comme on l'entend. Donc, cette attitude, ce comportement-là a besoin d'être travaillé avec les jeunes diplômés. Et souvent, vous allez voir que les jeunes qui vont avoir cette attitude-là, progressivement vont corriger leurs problèmes de manque d'expérience. Et au bout d'un certain temps, ils vont avoir l'occasion de revenir dans le métier qu'ils ont voulu faire un moment. Parce qu'ils ont juste pouvoir trouver un petit court chemin pour leur permettre de combler leur expérience. Parce que ne vous faites pas d'illusions. Le niveau d'industrialisation du pays, le niveau des entreprises du pays ne permettront pas de prendre tout le monde pour des stages et tout ça. Voilà, il faut voir toutes les opportunités. Maintenant, si je comprends, par exemple, l'État ayant le devoir, n'est-ce pas, de donner, n'est-ce pas, ou bien de veiller à ce que l'éducation, l'enseignement puisse être un moyen, n'est-ce pas, permettant aux diplômés d'affronter les difficultés quotidiennes, d'avoir des initiatives. Ce même État, au lieu de, n'est-ce pas, de continuer à former des étudiants, c'est-à-dire des juristes en nombre vraiment très important, n'est-ce pas, qui peut-être à la fin qui auront besoin après de se reconvertir. Au lieu de ce long chemin-là, pourquoi l'État tout de suite ne fasse de l'éducation un moyen vraiment de produire, n'est-ce pas, de façon très directe, n'est-ce pas, je veux dire, de chercher d'emploi dont le secteur a besoin. Monsieur Riche, désolé, je ne pense pas que M. Diakité soit la personne à mesure de répondre à ça. Je peux lui donner un élément de réponse. Je peux vous donner un élément de réponse. Rissa, c'est là où je dis encore, chacun doit se regarder soi-même en face. L'État a des responsabilités. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais il y a aussi la responsabilité
de chaque famille, il y a la responsabilité de chaque jeune. Vous comprenez? Quand on envoie les enfants à l'université, qui fait le choix? Qui décide que je vais aller faire quelque chose à l'université? Ce n'est pas le ministre qui va prendre la main d'un enfant dans la famille pour l'amener à l'université. Il y a quelqu'un là-bas qui a autorisé. Le jeune lui-même, il doit ouvrir les yeux. On doit regarder le nombre de jeunes aujourd'hui qui est en chômage dans tel et tel secteur. Ça doit être un facteur dissuasif pour ne pas choisir telle et telle chose. Vous comprenez? Oui. Et à tous les niveaux, chacun a des responsabilités à jouer. Donc n'accusons pas le seul État d'être le responsable de la situation. Justement, s'il faut faire un partage de tort, à qui donnerez-vous la plus grande part? Je ne vois pas le problème. Non, on va aller à la question en rapport avec l'importance du diplôme rapidement. La dernière question. La dernière question. Oui, allez rapidement. Que faut-il faire alors pour revaloriser ou redonner le diplôme toute sa valeur? C'est une vaste question. Et je sais qu'il y a beaucoup de débats au niveau national pour justement essayer de résoudre ce problème adéquation, emploi, formation. Donc il y a beaucoup de débats à ce niveau-là. Donc j'espère que les autorités politiques trouveront le moyen de répondre à cette équation qui est capitale. Je suis d'accord avec vous, c'est capital pour le pays. Je ne pourrais pas continuer à enregistrer tel nombre de chômeurs qui va s'accumuler tous les ans. Comme je dis, regardons chacun à son niveau. Ne regardons pas souvent le niveau macro. Essayons, en tant que jeunes, de voir les problèmes souvent à notre propre niveau. Qu'est-ce que je peux faire pour que vraiment cela soit? Et je l'ai dit tantôt, il faut que les jeunes, quand on est en formation, vraiment qu'on se donne pleinement à fond pour vraiment essayer d'acquérir les connaissances théoriques et pratiques dont nous aurons besoin pour exercer tel ou tel emploi. Ça, c'est ma première réponse. Parce que vous, les jeunes aujourd'hui, le fait qu'on est à l'école, vous n'allez pas tous les jours à l'école, les gens pensent que c'est juste le temps de s'amuser ou le temps de faire des choses. Donc, on ne se concentre pas trop sur l'acquisition de connaissances. Surtout qu'on vous a enlevé la production des mémoires ou des mémoires de fin d'études. Donc, on ne fait plus de recherche. On ne va plus en librairie pour lire. On ne va plus. Et vous avez la chance d'avoir cet outil extraordinaire qu'est Google. Vous ne faites pas de recherche. Quand on fait la recherche, on devient paresseux. On va simplement faire du copier-coller. On va prendre des choses. Quand on vous dit de faire un mémoire, on va sur Google, on va faire du copier-coller. On pense que les gens sont bêtes, on ne sait pas. On va donner ça au maître et on passe avec ça. Ça, c'est un premier niveau de problème que les jeunes eux-mêmes doivent prendre conscience qu'ils ont besoin de se former. Et en même temps, chacun doit également essayer, comme je l'ai dit, d'avoir un regard modeste sur soi, vraiment se remettre en question, avoir les bonnes, revoir ses attitudes, regarder ses qualités et ses défauts. Comme on dit, vraiment voir les aptitudes, les connaissances, les aptitudes dont j'ai besoin aujourd'hui pour être un vrai battant, parce qu'il ne faut pas se faire... Seuls les vrais battants parmi vous arriveront à se sortir. Les vrais battants, je le dis, ceux qui vont se battre avec l'envie réellement de trouver quelque chose vont se sortir. Mais tous ceux qui pensent que moi je suis le fils d'un député, je suis le fils du ministre, je suis le fils du directeur, bon, et on le fera quelque part, ça va, mais ça n'ira pas loin. Et tout le monde n'est pas fils de ministre, tout le monde n'est pas fils de député. Il faut qu'on se dise clairement les choses. Donc ceux qui vont accepter de se battre, de se remettre en cause, d'apprécier leurs propres qualités, de voir les défauts qu'ils ont par rapport à ça, eux, c'est sûr qu'ils trouveront un jour l'opportunité, quelqu'un va leur tendre la perche et c'est sûr qu'ils pourront trouver leur chemin. Moi, je suis sur le marché de l'emploi en tant que recruteur, en tant que professionnel RH. Voilà, j'ai l'occasion quand même de rencontrer pas mal de jeunes comme vous. Et voilà, donc c'est ça un peu la réalité. C'est ça un peu la réalité. N'essayons pas seulement de jeter l'opprobre sur quelqu'un, c'est la faute à ces... Non, le problème, il est trop sérieux pour ça. Chacun n'a qu'à regarder en face et essayer de se remettre en cause. C'est la seule condition pour qu'ensemble, on puisse faire bouger ce problème-là dans ce pays. Merci. Merci beaucoup, M. Diakité. Je vous en Merci prie. également, M. Rissa. Je pense que vous avez fini avec les questions, n'est-ce pas?
Oui, je pense que oui. Oui. Ça peut aller? D'accord. Oui. Ok, d'accord. Ça peut aller? Donc, Merci. passons maintenant aux astuces. Aujourd'hui, comme thème d'astuce, les erreurs à éviter dans la lettre de motivation. Donc, c'est vraiment quelques erreurs. Hein. Ce n'est pas toutes les erreurs. Le premier point, c'est d'écrire une lettre trop longue ou trop courte. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. C'est-à-dire que soit la lettre de motivation, elle est trop longue ou elle est trop courte. C'est-à-dire en 2 lignes, on a fini d'écrire notre lettre de motivation, ou elle est trop longue. Non. C'est-à-dire qu'il faut trouver le juste milieu quand même. C'est vraiment de donner les informations essentielles pour permettre au recruteur en face de connaître, de savoir qui est-ce qu'il a en face. Et la deuxième erreur à ne pas faire, ne pas personnaliser votre lettre de motivation. Comme M. Diakité parlait de tout de suite des copier-coller, on a l'habitude très souvent de voir que certaines personnes ne se fatiguent pas du tout. Bon, je vais faire ma lettre de motivation, je vais prendre une lettre de motivation de quelqu'un d'autre, je copie, je colle. Monsieur, tant, je vais l'honneur de faire ça. Point barre, c'est fini, il a fini d'écrire sa lettre de motivation. Il faut personnaliser votre lettre de motivation. Ça permet déjà de faire la différence entre vous et les autres candidats qui sont aussi à la recherche d'emploi comme vous. La troisième erreur à ne pas faire, ne pas adapter votre lettre de motivation au poste vacant. On ne prend pas la même lettre de motivation pour postuler à toutes les offres d'emploi. C'est-à-dire, la lettre de motivation, je postule pour ça, pour le poste de comptable, pour le poste d'administration, pour le poste de marketing et autres. Ça ne se fait pas. Il faut adapter la lettre de motivation en fonction du poste qui est en face. Et la quatrième erreur, à ne pas faire, c'est les fautes d'orthographe. Ça, il y a tellement de chercheurs d'emploi qui font tellement de fautes que quand tu lis la première ligne, automatiquement, tu n'as plus envie de lire le reste. Évitez les fautes d'orthographe. Même si vous n'êtes pas très fort, vous pouvez remettre votre lettre de motivation à quelqu'un qui a un peu plus de compétences, qui peut lire, relire pour vous et voir les fautes qu'il y a, vous aider à corriger toutes ces fautes-là avant d'envoyer votre lettre de motivation. Et la cinquième erreur, mentir. Ne surtout pas mentir. Moi, j'ai occupé tel poste, j'ai occupé tel ci, j'ai fait tel... Pourtant, vous savez que le recruteur a toujours la possibilité de vérifier tout ça. Quand on vous demande très souvent de mettre vos références, les références, c'est ça en fait. Ça sert à ça en fait. Ça sert à vérifier tout ce que vous avez fait auparavant. Donc, si vous mentez dans votre lettre de motivation, on peut tout de suite vérifier que ce n'est pas ce qui est fait, ce n'est pas réel. Donc, il faut éviter surtout de mentir dans votre lettre de motivation. Voilà, c'était vraiment quelques erreurs à éviter dans la lettre de motivation. Je ne sais pas si M. Diakité voudrait ajouter aussi quelque chose pour permettre aussi aux jeunes... Je crois que ce que vous avez dit, Sandrine, est pertinent. Vous avez souligné les problèmes les plus importants. C'est vraiment... Moi, je commencerai par là où vous avez terminé. C'est vraiment les fautes. Fautes d'orthographe. C'est impardonnable. Quand vous faites des choses comme ça, c'est implacable. C'est implacable d'office, ça ne tient pas. Voilà. Et puis voilà, faire des copier-coller, ne prenez pas les recruteurs comme des idiots. Ils comprennent également les choses quand tu as pris ça quelque part. Quand la même formule revient sur toutes les demandes, tout ça, on sait que ça, ce n'est pas... Voilà. Alors que là, c'est vraiment là où vous avez l'occasion de personnaliser ce que vous faites. Donc, quand vous voulez faire quelque chose, cherchez à connaître l'entreprise, cherchez le minimum d'informations sur l'entreprise, cherchez le minimum d'informations sur le poste et puis essayez de personnaliser, de dire réellement des choses qui correspondent à la vérité. Et voilà. Et là, si vous mentez, eh bien, on va le savoir toujours. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Diakité, pour ces compléments. Merci beaucoup. Donc, chers invités, nous sommes à la fin de l'émission. Voilà, donc merci à M. Diakité, notre expert RH, qui est toujours disponible pour Mag Emploi. Merci pour tous ces conseils que vous avez donnés à ces jeunes. Je pense qu'à travers tout ce que vous avez dit, ils trouveront des moyens de pouvoir chercher même à plus valoriser leur diplôme. Et à travers ça, ils trouveront sûrement un emploi. C'est ça. Ce qu'ils recherchent. Merci également à M. Rissa, qui a participé à l'émission, qui a donné aussi son point de vue, qui a exprimé ses difficultés aussi. Merci également à vous. On espère que vous trouverez l'emploi que vous recherchez. Voilà, on espère très bientôt pour vous. Merci. Voilà. Merci. Donc, merci également à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent chaque mercredi à 20h.
Nous vous remercions énormément pour cette fidélité. Nous remercions également notre équipe technique. Nous rappelons que l'émission est préparée et présentée par l'équipe de Mali Bara. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien.